En 2008, un autre tournant majeur s'opère lorsque l'armée israélienne se convertit très brusquement aux médias sociaux à la suite de leur défaite informationnelle lors de l'opération qui était pourtant militairement victorieuse contre le Hamas et qui a été nommée plomb durci. L'armée israélienne avait même dû brouiller les réseaux de téléphones portables depuis un avion C-130 pour éviter la diffusion de vidéos palestiniennes sur YouTube parce qu'à l'époque, on l'a dit, c'était la seule source d'information, notamment pour les médias étrangers, qui étaient interdits de pénétrer dans la bande de Gaza par les forces israéliennes, et ces journalistes étrangers avaient donc boycotté les informations officielles de l'armée d'Israël. L'Égypte, d'ailleurs, a ouvert à ces journalistes l'accès à la bande de Gaza, où ils ont pu finalement couvrir le conflit, mais ils ont pu le couvrir du seul point de vue des Palestiniens, en relayant dans le monde entier, finalement, la communication du Hamas. Le Hamas qui, à l'époque, va gagner une guerre de l'information, alors que militairement, ils ont pris une défaite cuisante. C'est alors, ce que nous raconte donc l'historien David Colon dans son bouquin, qu'une soldat israélo-américaine de 25 ans va sortir de ses attributions, va outrepasser son rôle, pour se mettre à diffuser en ligne des contenus. Et en 24 heures, elle va convaincre Tsahal de lancer une chaîne YouTube. Comment? Eh bien, 6 mois plus tôt, elle s'était vue refuser par une revue militaire israélienne un article sur l'importance de recourir justement aux réseaux sociaux, notamment pour contrer les Palestiniens et pour contrer aussi le terrorisme. C'est une idée à l'époque pour l'armée israélienne qui est encore assez saugrenue. Et c'est finalement une révolution parce que quand elle parvient à faire comprendre à Israël qu'il faut diffuser des informations sans l'intervention d'un intermédiaire, d'un éditeur, d'un média, eh bien c'est d'abord une révolution copernicienne. Et puis très rapidement, un changement majeur dans l'organisation de l'armée israélienne. Seulement, dans ce contexte de guerre, cette jeune soldat qui s'appelle Aliza Landes va parvenir à contourner la bureaucratie pour convertir directement les forces de défense israéliennes à s'implanter sur les réseaux sociaux. Lorsque YouTube va censurer ces vidéos, elle va en profiter pour lancer un buzz mondial qui va faire plier la plateforme californienne qui est obligée sous 24 heures de réintégrer les vidéos d'Aliza Landes. Elle devient tellement incontournable que Tsahal va la nommer à la tête de son pôle digital média. Et l'état-major va décider à ce moment-là de transposer sur le web la stratégie de l'explication, ce qu'on appelle la hasbara en hébreu, qui, dans la bouche du théoricien du sionisme Theodor Herzl, revenait, je cite, à formuler de manière claire et percutante le point de vue de l'État d'Israël auprès de l'opinion publique internationale. À l'époque, Noam Chomsky, qui est un linguiste américain et un fervent opposant de très longue date à la politique israélienne, voit lui dans cette stratégie la thèse même de la propagande israélienne selon laquelle justement sa position, la position israélienne, est toujours juste et qu'il suffirait en fait de l'expliquer pour qu'elle soit reconnue comme juste. Les ONG et les géants du numérique qui commencent à prendre une place considérable à l'époque, notamment dans la région, sont mis à disposition des institutions israéliennes dans un effort de promotion du modèle israélien à la fois d'innovation mais aussi de démocratie et de développement qui est unique dans la région. Et dès 2009, Israël va disposer de sa propre armée en ligne avec une ONG qui s'appelle la JIDF, c'est la Jewish Internet Defense Force. C'est finalement la reprise des codes en fait des dictatures pour les contrer. Et de la prise de conscience à l'action, il n'y a qu'un pas parce que à l'époque, tous les officiers de l'armée israélienne sont formés à la communication. Il y a des salles de guerre de Hasbara qui ouvrent dans toutes les universités du pays avec des volontaires, souvent des jeunes femmes d'ailleurs, qui vont contribuer à l'effort de guerre directement sur les médias sociaux. Et ils vont le faire dans une vingtaine de langues. À l'époque, des fondations privées vont recruter des étudiants pour réécrire à leurs heures perdues des articles Wikipédia et va recruter d'anciens officiers des services de renseignement qui lancent les toutes premières sociétés
privés spécialisés justement dans l'influence numérique, dans la manipulation numérique, qui vont ensuite inspirer leurs homologues du monde entier et qui continuent d'ailleurs aujourd'hui, en changeant de temps en temps de nom, de prospérer, notamment auprès des États totalitaires, mais pas seulement, on va le voir plus tard. À partir de là, le front cybernétique, là où s'affrontent des armées de hackers, et de l'autre côté le monde des médias sociaux, sont devenus aussi décisifs pour la guerre que le front du combat physique. Et cette prise de conscience est même accentuée par une affaire qu'on appelle l'affaire de la flottille de la liberté. Lorsque les commandos israéliens s'emparent d'un navire chargé d'aide humanitaire, le 31 mai 2010, ils tuent 9 personnes à bord. Et ils mettent fin au blocus maritime de la bande de Gaza, qui était organisé par des militants pro-palestiniens. Seulement, les Israéliens ont échoué à brouiller les communications téléphoniques pendant l'assaut. Ça va être une erreur fatale, parce que la version, le narratif, le récit qui va remporter cette guerre de l'information va être justement celui des Palestiniens, qui vont réussir à faire reprendre quasiment immédiatement dans la presse internationale des messages, des communications téléphoniques, audio, qui montrent que des civils ont été assassinés de sang-froid, tandis que l'ensemble des porte-paroles de l'armée israélienne vont mettre une plombe à réagir, à répondre. Précisément 12 heures. 12 heures pour rendre publique leur version, celle de la légitime défense, mais qui depuis 12 heures est contrecarrée, n'a plus aucune capacité d'écoute, parce que justement une forme de réalité a pris place, a pris fait et cause pour la cause pro-palestinienne. Et encore une fois, c'est parce qu'ils ont été pris de court par la puissance des médias sociaux que l'armée israélienne comprend que la bataille, la guerre des récits, c'est d'abord une bataille de la vitesse. C'est alors qu'elle va développer une doctrine, celle de la guerre cognitive, on en reparlera plus tard en ce qui concerne la Chine. Cette doctrine, elle consiste à atteindre des objectifs militaires en manipulant la perception de l'adversaire et des civils, mais aussi des opinions publiques, pour la plupart extérieures complètement à ce conflit, pour faciliter la réalisation de leurs objectifs stratégiques ou opérationnels à l'intérieur d'une guerre, d'un conflit. Et c'est une unité israélienne qui s'appelle l'unité 9200-8200, qui est chargée justement de la collecte et de l'analyse des données numériques pour Tsahal. Et elle se retrouve immédiatement en première ligne. Et ça marche extrêmement bien. 2 ans et demi après le fiasco de la flottille de la liberté, lorsque l'aviation israélienne élimine le commandant de la branche armée justement du Hamas à la suite d'un tir de roquette du Hamas sur le sud d'Israël, eh bien c'est directement sur le compte Twitter du FDI, d'une entité de l'armée israélienne, qui a annoncé la nouvelle. Et immédiatement, quelques secondes après, est publiée une vidéo de l'attaque, une vidéo de la voiture de Ahmed al-Jabari en feu, ainsi qu'une belle infographie qui explique précisément, qui justifie en quoi cette élimination est utile, pas seulement pour Israël, mais globalement pour l'Occident. Et ce live tweet est un tournant dans la communication militaire d'Israël, qui désormais est en capacité de contrôler ses récits sur les médias sociaux, avec beaucoup de réactivité, mais surtout qui va scruter